Les établissements de l'enseignement catholique, en France comme partout ailleurs dans le monde, vous allez me dire, sont ouverts à l'ensemble de la population, y compris à ceux et celles qui arrivent d'un pays très éloigné, avec une culture extrêmement différente. Je vous propose de voir une vidéo d'un accueil particulier et d'une intégration d'un migrant. Ça se passe à l'ensemble lycée Saint-Félix et Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Nantes, et on se retrouve juste après. Je suis arrivé en France il y a 2 ans de cela parce que la première de mes rêves, en fait, c'était d'aller à l'école, d'aller jusqu'au bout de mes objectifs que je m'étais fixé. Alors ces objectifs, c'était plus continuer mon parcours scolaire et aussi terminer pour avoir un emploi derrière avec une vie meilleure. Et j'avais choisi le lycée maritime. Donc, ils m'ont dit que le ministère de la Pêche refuse à ce que les élèves qui ne sont pas régularisés s'inscrivent dans la formation. J'ai commencé les cours quand j'étais au squat et pour beaucoup de personnes, c'était là en fait le petit souci. Est-ce que les conditions sont réunies pour réviser, pour bosser? Quand on rentrait le soir, on révisait pas, on était là comme ça et on partait se coucher tôt après avoir mangé. Et on se réveillait à partir de 1 heure pour réviser parce que c'était encore plus calme. Parce que vivre dans une maison avec 25 personnes, c'est encore plus difficile en fait pour réviser. Mais quand nous avons commencé l'école à Saint-Félix, la salle ici, pour nous c'était très facile en fait de s'intégrer après avoir parcouru des kilomètres en traversant des pays, en rencontrant beaucoup de personnes et beaucoup de cultures différentes. Donc arriver en France, ça fait une autre culture qu'on découvre et pour nous, il n'y avait pas moyen de ne pas s'intégrer aussi facilement. Mais tout a été facile quand tu es arrivé à l'école? Au début de l'année, en fait, la classe, c'était plus compliqué, en fait, le rapport entre prof et élève, en fait. Que les élèves se permettent à parler avec une voix grave et haut. Et pour moi, pour moi, ça me choquait, en fait. C'était un manque de respect. C'était un manque de respect. Je prends toujours l'exemple en Afrique, en fait. On ne peut pas parler à une personne, à une catégorie, pareillement qu'à une personne qui est âgée que nous de 2 ans seulement. On ne peut pas les parler pareil. À plus forte raison que cette personne nous enseigne le savoir et tout ça. À la récré, j'ai commencé à les expliquer pourquoi je suis là et comment j'ai fait pour arriver ici. Et c'est ainsi que la discussion a bien commencé. Chaque récré, il me demandait « Ah, on s'était arrêté ici, il faut qu'on continue ça en fait. » Jusqu'à la fin. Et pour moi, ça fait que ça a créé cette complicité entre nous en classe. Donc, malgré que je vivais au squat, j'ai des amis qui venaient me rendre visite là-bas et ils me proposaient même si ça va pas, tu peux passer à la maison, tu sais. Une solidarité s'est créée dans la classe. Et ça, je ne pourrais pas le dire si c'est à cause de moi ou pas, mais je pense que le fait de les expliquer tout ce que l'école a d'importance, ça les a beaucoup réveillés en fait. Et moi aussi, je pense que j'ai appris des choses aussi en fait. J'ai jamais senti cette liberté en fait de m'exprimer, cette liberté de faire ce qui me plaît en fait, sans que quelqu'un me dise non, tu as ça, tu as ça. En fait, je me sens maître de ma vie en fait, sans qu'il y ait personne pour me guider en fait. Parce que la solidarité, elle n'a pas été qu'au niveau des élèves, je pense. Non. Hein, il me semble que Aussi certains enseignants aussi se sont montrés motivés. Les profs, au début, c'était un peu compliqué parce que là, j'avais arrêté l'école en 4e et là, je reprenais en seconde. Déjà, moi, personnellement, j'avais peur.
quand j'ai commencé les cours et que les profs m'ont aidé à rattraper les cours que j'avais ratés déjà, et ils ont pris leur temps perso pour m'expliquer en fait les cours que j'avais déjà ratés. Et aussi, il y a des profs qui m'ont aidé du côté des soutiens en fait sur la langue le français par exemple. Le bilan de mes 2 ans, c'est positif, avec une ouverture sur une possibilité de poursuite d'études sur le Canada, dont j'ai sauté sur l'occasion. En tout cas, nous, le bilan sur les 2 ans est très positif aussi. On peut dire que ton passage parmi nous a développé beaucoup de solidarité, d'humanité dans l'école. Une question à vous trois, je vais vous demander d'y répondre assez rapidement. Quelles sont, selon vous, les règles d'un bon accueil, d'une bonne, je n'aime pas l'expression, mais d'une bonne intégration de cette ouverture aux autres dans les écoles? Là, on prend l'exemple du migrant en particulier, mais ça peut être aussi d'autres situations. Quelles sont les règles d'un bon accueil? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Philippe Richard et ensuite le père Péqueux. Moi, je ne sais pas s'il y a une recette du bon accueil. En tout cas, ce que le film montre de manière tout à fait remarquable, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette attention particulière à chacun. Là, on sent qu'il y a une attention particulière à ce jeune, à son histoire, et sans jugement de valeur sur son parcours, sur le fait qu'il soit là. Et ce jeune, il est là, voilà, et il est accueilli. Et je crois que c'est vraiment une attitude évangélique. On n'est pas en train de se dire, oui, mais bon, voilà. Non, il est là. Il est comme il est. Et on le prend dans son histoire, à un moment donné de son histoire, et on l'accueille, et on a une attention particulière à lui. Cette attention particulière, elle crève les yeux, elle crève les oreilles quand on écoute. Et je crois que c'est ça la recette. C'est l'attention particulière à chacun au moment où cette personne est là. Et visiblement, ça change les choses dans un établissement. On l'a bien vu là. Hein. Moi, je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est la fin, c'est-à-dire cet aller-retour entre ce qu'on a donné et ce qu'on a reçu. Il y a certainement, effectivement, dans l'histoire de ce jeune à Saint-Félix-la-Salle, un retour extraordinaire pour la communauté éducative. Donc, c'est ça l'histoire, en fait. Père Péqueux, même question sur cet accueil. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Je crois que ce qui est dit tout, hein, il faut du temps aussi. Il faut du temps. La réciprocité, du temps. Et puis se rappeler que l'autre a du prix à nos yeux. Jean-Arthus, vous disiez il y a un instant, on ne peut pas accueillir la misère du monde. D'ailleurs, ce n'est pas une phrase de vous, ça. Hein, ça a été dit avant. Hein. Oui. C'est exactement le cas aussi dans les établissements de l'enseignement catholique. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais lorsqu'on accueille, on accueille comment? Humainement. Mais c'est un vrai sujet, la présence de ces jeunes migrants. Et les migrations sont devant nous. Moi, j'ai été confronté à ce type de problème lorsque j'étais président du Conseil général de la Mayenne. L'accueil des jeunes en danger, parce que leurs familles sont incapables de les éduquer, de les prendre en charge, ou parce qu'ils sont isolés, c'est une responsabilité des départements. Et on a vu arriver sur le territoire des mineurs isolés étrangers. Et donc, un mineur isolé étranger, c'est un jeune qui, dans la plupart des cas, vient d'Afrique subsaharienne, est passé par la Libye, Lampedusa, et on le retrouve un jour à Laval, en Mayenne. Il est rattrapé par la brigade. Le procureur constate qu'il n'a pas de papier. Il a un discours qui est toujours le même. Et donc, il est présumé mineur. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas des mineurs. Et donc, on est en face de circuits frauduleux pour organiser la venue de ces jeunes. L'aide sociale à l'enfance doit les prendre en charge. Et vient un moment où, dans le contexte actuel, les difficultés financières sont devant nous. Donc, toute législation
où tout manquement à la rigueur dans l'accueil des migrants, il y a deux types de migrants. Il y a les migrants qui ont vocation à être accueillis comme réfugiés parce qu'ils fuient la guerre et que leur intégrité physique et morale est en cause, et nous devons les accueillir. Et puis, il y a ceux qui tentent leur chance et qui s'efforcent de franchir les barrières dans l'illégalité. Et nous devons être très attentifs à ces phénomènes, parce que tout laisser aller risque de déclencher des processus dans la population de populisme, de nationalisme, de repli sur soi. Donc nous devons être extrêmement attentifs. Mais c'est vrai que quand un mineur est là, il faut le traiter humainement et l'accueillir comme on l'a fait dans ce collège. Mais je veux simplement mettre en garde sur cette générosité spontanée. Et chaque cas est un cas déchirant. Mais toute excessive compréhension peut être un appel d'air. Il y a aujourd'hui dans l'Afrique subsaharienne à peu près 900 millions de personnes qui seront probablement 2 ou 3 milliards à la fin de ce siècle. Demandons-nous où ces populations vont se rendre du fait des progrès de la désertification. Et naturellement, tous ces jeunes, que cherchent-ils ? Ils cherchent à vivre autrement parce que dans leur pays, ils n'ont pas trouvé l'espérance de leur accomplissement personnel. Or, le devoir qui est le nôtre et qui devrait être celui de l'Europe, ce serait précisément d'avoir une politique ambitieuse pour aider l'Afrique à se développer et passer des conventions avec les autorités africaines, au terme desquelles ces autorités, recevant une aide significative, s'engageraient à retenir leurs citoyens. Or, aujourd'hui, on voit même des pays qui refusent de recevoir des migrants originaires de ces pays et qui, au terme de trop longues périodes, doivent rentrer chez eux, mais les pays s'opposent à les reprendre. Donc cette situation-là ne peut pas durer. Et au plan international, nous devons assumer cette responsabilité, sans doute dans certains pays de renoncer à certaines richesses pour les mettre à disposition de ceux qui en ont impérativement besoin, faute de quoi le pire est devant nous.